Donc oui, il y a pas longtemps, j'ai été impressionné par les démos de Rax avec un scrolling vertical rapide. Et puis il a fait aussi un petit truc avec des caractères graphiques. Du coup, j'ai regardé un peu plus et j'ai découvert qu'il avait utilisé le mode LoRes. Et donc du coup, comme j'avais jamais regardé, j'ai essayé de voir un peu plus comment ça fonctionnait. Et, euh, et en cherchant la première chose que j'ai fait, c'est regarder dans les ORIC, dans les CO Mag, dans les OOM. J'ai pas trouvé grand chose sur le LoRes. Il y a quelques bouquins qui en parlent plus ou moins correctement. La page, le wiki d'OSDK de Michael qui en dit aussi pas mal. C'est donc ça que j'ai essayé de gratter et donc j'ai découvert parce que je l'avais jamais regardé, hein, moi. Je pense qu'il y en a qui avaient déjà regardé autour de la table. Je n'avais jamais regardé comment fonctionnait le mode LoRes. Mais en fait, le mode LoRes, Bah, c'est c'est un pas le mode manuel de texte avec l'Atmo. des attributs. Hein. Oui, mais en fait, si tu regardes dans le manuel de l'Atmo, il y a une section sur l'ORES où tu as un petit programme basique qui permet de tracer une courbe sinus. Allez, je l'ai. T'entends plus. Qui sert pour savoir quel pixel sélectionner. Quand j'étais gamin, j'avais essayé de comprendre, j'ai rien compris. Et puis quand j'ai regardé ça en étant en adulte, ah bah oui, c'est évident en fait, c'est con quand même. Donc j'ai retapé le programme Sinus en question. Puis j'ai ajouté 2-3 trucs de couleurs pour jouer. Okay. Mais donc je vais vous dire un peu où j'en suis. Donc j'ai pas fini ma quête du mode LoRes ou du mode texte avec des attributs. Ouais, j'ai lancé PowerPoint, il a l'air de souffrir un peu. Il me semblait qu'il y avait un problème au niveau du processeur graphique pour ce mode, parce qu'il y a des caractères qui sont redéfinis, enfin, il y a des caractères normaux, on va dire, et en mode 1, donc il y a un algorithme qui automatiquement indique les gros pixels, enfin la disposition, et si on s'amuse à les redéfinir, on ne peut pas aller trop loin dans la liste de ces fontes, parce qu'on tombe dans l'écran. À un moment donné, il y avait un truc comme ça. Les caractères normaux, on a toute la liste, enfin du caractère espace jusqu'au caractère 127, après c'est inversé. Mais en mode 1, la liste est un peu réduite parce que ça déborde sur l'écran et du coup, ce qu'on modifie à l'écran, ça modifie les fontes. Enfin, il y a un imbroglio. Ouais, tu peux afficher que les 64 premiers caractères. Après, ce qui Ouais. va de 64 à 96, effectivement, ça intersecte avec le début de la mémoire vidéo. C'est pour ça que souvent, Voilà. ce que Twilight faisait, il passait en IRS et il affichait un logo en IRS en haut. Ah oui, et d'accord. après, quelques lignes plus bas, en fait, c'est bon, tu pouvais continuer en mode texte et tu avais passé suffisamment de caractères. Donc, en gros, tu avais juste besoin de faire 8 fois 96 moins 64. Et c'était le nombre de caractères à sauter pour ton overlay graphique. D'accord. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'en fait, il y a pas le mode LoRes, il n'est pas physique sur l'Oric. Le mode LoRes, c'est un mode texte avec des attributs. Et donc, comment j'ai commencé à rentrer dans le truc, j'ai trouvé Rax avait fait une petite page de screen code avec des tests de graphique. Donc on voit en haut l'attribut, le ready du mode LoRes. Hein. Donc ça c'est clair. Et puis des caractères qu'il avait redéfinis de deux façons différentes. Donc première découverte. Deuxième découverte, pour ceux qui ont vu, je ne sais pas si autour de la table il y en a d'autres qui ont essayé les démos de Rax avec les scrollings. Michael, Bruno, pour ceux qui sont peut-être, Jérôme, Simon.
Oui, j'ai vu ça il y a Moi, j'ai quelques essayé. semaines. Par contre, j'ai l'impression qu'il a redéfini la résolution verticale. Parce que c'est comme il y a 6 pixels, ça fait, il y a 3 pixels en vertical, ça fait un peu moche, vu qu'ils n'ont pas les mêmes tailles. Je pense qu'il en a mis que. Que 2. Ouais. Ouais, il en a mis que 2. Ouais. Alors, en fait, tu fais ce que tu veux. Hein. En fait, si tu réfléchis bien, on verra après comment il fait le mode Lores. Le mode Lores, il n'est pas physique. Hein, c'est des caractères qui sont redéfinis. Et on verra après, ils n'ont pas été définis de la même façon entre l'Auric 1 et l'Auric Atmos. C'est quand même pas génial d'ailleurs. Et si tu fais un scrolling tels qu'ils sont définis aujourd'hui, ce que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, hein, quand tu as un caractère l'Ethernet char7, il est divisé en 6 zones et la zone du milieu, elle fait 2 pixels contre 3 pour les 2 zones extrêmes. Donc obligatoirement, quand tu fais un scrolling, tu vas avoir des trucs qui vont être un peu saccadés. Et donc vraisemblablement, il a redéfini son char7 en mettant des caractères, au lieu de faire une matrice divisée en 6, il a certainement fait, j'ai pas regardé, hein, mais il a certainement fait diviser par 4. Ce qui fait que du coup, il a un truc un peu plus régulier sur les dessins. Je n'ai pas regardé, hein, mais tu disais qu'il y avait une différence entre Auric 1 et Atmos? Oui, on va le voir après, Michael. J'ai fait des essais. Ok. Bah, comme ça, j'aurais appris un truc. Ouais. Alors, il y a un sujet sur un forum qui s'appelle Defense Force. Tu cherches le reste, tu vas tomber dessus. Et donc, si on reprend le mode de reste, alors j'ai pas regardé le chat, on regardera après, Michael, parce que j'ai vu passer les messages, mais pas le temps de pas tout comprendre, hein, mais l'origine de l'écran texte qu'on voit à gauche, là, hein, c'est une ligne noire, les lignes blanches, avec, on voit bien quand on fait un screen 0,0 et un screen 1, on voit bien les couleurs qui sont mises sur la colonne 0, sur la colonne 1, avec en général donc le paper set et ligne 0. Et quand on est en mode texte pur, on a le paper set et ligne 0. Et quand on est en mode, alors j'ai pas trop relu, hein, j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs de retranscription. Et le mode Lores 0, qui est le mode qui est un mode standard en fait, on a les caractères normaux avec l'attribut 8 dans la première colonne et le paper 0 qui est mis partout. Le mode Lores 1, c'est la même chose. En colonne 0, il y a 9 et il y a paper 0 qui est mappé sur tout le reste de l'écran. Hein. Donc c'est aussi l'autre chose qui est différente, c'est il y a 16. Il y a le paper 0 qui est mis sur toutes les cases, les 1120 pixels, les 1120 octets de l'écran. Donc les 1120 octets, ça fait 40 lignes, 40 colonnes, 28 lignes, et cet ensemble est utilisé comme ça, voilà. Et là on voit la différence entre le char7 de l'Auric 1 et le char7 de l'Auric Atmos. Dans l'Auric 1, la représentation des caractères est dissymétrique. Quand on a le caractère 33 du char7 alternatif, ça veut dire qu'il n'y a que la zone 1, c'est 32, à chaque fois c'est 32, le caractère numéro 32 plus le nombre de zones qui sont affichées. Et donc quand on est dans l'Ethernet char7, quand on a le numéro 33, c'est 32 plus la zone 1 activée. Le 32, donc c'est l'espace, hein, c'est le caractère blanc. Le caractère 33, c'est juste la zone en haut à gauche qui est activée. Et donc elle fait que 2 pixels de large et 3 pixels de long. Alors que sur l'Atmos, on a bien les deux zones qui sont symétriques, la zone de gauche et la zone de droite. Et donc si on continue, hein, le caractère donc 33, c'est 1 plus 2, le 1. Le caractère 34, ça va être juste la zone 2. Le caractère 35, ça va être la zone 1 et la zone 2 d'allumé. Donc au fur et à mesure qu'on a ça, au fur et à mesure qu'on évolue dans le char7, jusqu'à 96,
on a donc les zones qui sont allumées en fonction du codage du caractère. Et donc là, les gros trucs, c'est que le gros truc un peu débile que je trouve, c'est que sur la ROM de l'Auric 1, il n'y a que 2 pixels et 4, donc c'est relativement dissymétrique. Donc l'Ethernet charset, il est bizarre. Et il est un peu moins sur la ROM de l'Atmos où c'est symétrique. Et donc, quand on fait un décalage gauche-droite, si demain on faisait un scrolling avec en mode LoRes, donc le fait d'utiliser toutes les zones, ça veut dire qu'on a un mode LoRes de 80 pixels de large et 84 pixels de haut. 28 lignes divisé par 3 zones, puisqu'on affiche à chaque coup une zone, 84. Donc si on utilisait le plein écran en mode LoRes, on a un écran basse résolution de 80 par 84. Avec une facilité à faire un scrolling horizontal, puisqu'il suffit de faire 2-3 ASL ou ASR pour faire déplacer les pixels de gauche à droite, et puis un scrolling vertical qui est un petit peu plus compliqué, et puis qui là, pour le coup, va y avoir un petit peu certainement d'ondulation si on essayait, puisque quand les zones 1 et 2 vont changer de ligne, ça fait 3 pixels, et quand les zones 4 et 8 vont changer de ligne, elles vont faire que 2 pixels. Donc on risque d'avoir des trucs un petit peu, des sortes de vagues. Si on utilisait à fond le système, on aurait certainement des sortes de vagues. Voilà. Donc j'ai vérifié sur l'Auric. C'est effectivement ça. Et dans les documentations qu'on trouve, j'ai trouvé qu'un bouquin où il y avait les deux représentations d'affichés. Sinon, en général, on en retrouvait une, mais pas les deux. Et donc le truc est assez simple à comprendre, quoi, hein. On a redéfini des chars, et donc du coup on peut redéfinir les charsets comme on veut, hein. C'est peut-être ce qu'a fait Rax dans son truc à scrolling, hein. Peut-être qu'il a défini un charset où il a 4 macropixels, on va dire, hein, et donc du coup il affiche des zones 1, 2, 3, 4, et après rien lui interdit d'avoir la même mécanique ou une autre mécanique, une mécanique différente qui lui permet de dire j'affiche la zone, je prends le caractère qui correspond à j'affiche la zone 1, j'affiche la zone 2, j'affiche la zone 3, j'affiche la zone 4, la 1, la 2, la 3, la 4. Ça va? Oui, je suis en train de fixer mon article. Le 80 par 75, je ne sais pas d'où j'ai sorti ça. Ouais, j'avais plus cette différence entre ROM 1.0 et 1.1. Je l'avais peut-être jamais remarqué. J'avais bien le motif de la 1.0 parce que avec l'Auric 1, j'avais bien joué avec ça au départ, donc j'avais bien en tête cette dissymétrie. Mais du coup, sur l'Atmos, j'avais jamais remarqué que le charset était différent. Bon, alors effectivement, comme c'est un mode de résolution qui est très exotique, bon, on ne l'utilise pas très rarement, donc ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu une nouveauté pour moi, ouais. Donc je pense qu'on n'est pas nombreux. Il y a certainement eu pas grand monde qui a cherché à utiliser le mode en question, hein, je pense. J'ai jamais vu trop de jeux, moi, comme ça. Et j'ai bien, dans les OOM et dans les CO-Mag, il n'y a rien, hein, sur le mode LoRes. On trouve un article de temps en temps, mais il n'y a vraiment pas grand-chose de dire. Et donc, j'ai fait des essais en basique pour comprendre un petit peu comment ça marchait. J'ai effectivement tapé le programme de la courbe sinus, Michael, sur laquelle je me suis amusé à rajouter les couleurs, hein, pour bien se rendre compte que non seulement, et donc c'est là qu'on voit la puissance de l'idée, hein, on va dire, c'est que
Le programme basique, il va aller rechercher quel macropixel il faut allumer. Et puis après, il n'y a rien qu'interdit de mettre des attributs de couleur ou des attributs divers et variés à l'intérieur de la page. L'autre truc qu'on peut aussi facilement imaginer, c'est qu'on peut avoir la moitié de l'écran en mode LORES, c'est des attributs, ou un quart, et le reste en mode texte classique. Donc là aussi, il n'y a rien qui l'interdit, c'est jamais que des attributs. Oui, Michael? Il y a MME qui me dit qu'il veut rentrer, mais personne ne le laisse rentrer. C'est parce que j'ai pas vu biper. Comme j'étais en présentation, j'ai pas vu biper. Une seconde, il faut que je retrouve la page. Après, il y a une colonne qui n'est pas utilisable, la toute première, parce qu'il faut mettre un attribut comme quoi on passe en mode LORES 1. Et tu le mets où tu veux. Ça réduit la... Tu le mets où tu veux, Kenneth, l'attribut de la première colonne. Tu peux avoir du mode texte ou du mode LORES. Mais oui, à un moment donné, tu es obligé de dire que tu es en mode LORES. Ça, je suis d'accord. Tu perds à un moment donné, tu perds une colonne avec l'attribut, ça, on est d'accord. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Ouais. Donc, j'ai fait l'essai avec la sinus graphique qui était dans le document. Et puis après, je me suis dit, je vais essayer de jouer un peu plus avec le mode LORES et j'aimerais bien faire un dessin. Alors, bien sûr, je suis pas d'homme, donc je pas fait aussi bien. Et puis, j'ai pas non plus les outils qu'on a pour le mode ARS. Donc, j'ai fait un petit truc sous Excel où j'ai mis mes points un par un à la souris. Et puis, donc, j'ai défini, ça m'a sorti le code. Mais on voit pas bien. Et ça m'a sorti le code à remettre en basique qui permettait de rafficher l'écran LORES. Donc l'idée c'est de le refaire en C et puis d'essayer de faire des animations un petit peu en mode LORES pour voir un peu ce que ça donne. Donc je suis reparti des Excel de Grégoire qui lui avait servi de base à son programme pour dessiner en mode ARS. Et donc, quand on écrit des articles. Pour reprendre les réflexions de Simon sur le forum Défense Force, on pourrait imaginer avoir un écran avec un mode ARS, un mode LORES et un mode texte. Ah oui, tu peux tout mixer, il n'y a pas de problème. Tout mixer. Voilà, donc next step, faire de l'animation, j'ai prévu de faire un petit dessin qui bougeait, donc essayer de faire une animation en LORES, voir ce que ça donne si on fait des scrolling gauche-droite. Et donc celui-là, il est assez simple à faire, parce qu'il n'y a qu'un rôle gauche-droite à faire par 3 pixels. Et puis le scrolling de haut en bas qui est un peu plus compliqué, puis après des autres bricoles, et puis voir ce que ça donne quand on mixe un peu plus le standard et le non standard. Et puis l'autre truc à essayer aussi, j'ai pas écrit là, c'est effectivement qu'est-ce que ça donne si au lieu d'avoir une matrice 3 par 2, on fait une matrice 2 par 2. Et est-ce que c'est encore beau, et qu'est-ce qu'on gagne, quoi? C'est l'autre question qu'on peut se poser. Parce que ça sera de toute façon plus facile à utiliser. Voilà pour ma découverte du mode LORES 40 ans après. Et c'est vrai que le coup de la différence entre le RIC 1 et le Atmos, je ne connaissais pas du tout. Je découvre des trucs, quoi. Il y a des différences? Oui, c'est pas le même. La dissymétrie de la ligne verticale. Mais c'est par rapport à la ROM. Le lien de Simon dans le chat, il y a un exemple graphique. Apparemment, c'est juste le message de 9h32. Apparemment, il y a un bug dans la ROM où il shift une fois pas suffisamment. Ah oui, d'accord.
Voilà. Alors, ce qu'a fait Christian, alors ça, on avait parlé depuis longtemps ensemble et finalement il l'a fait. C'est un RAM FS sur la banque, puisque je vous rappelle sur la carte, en fait, il y a 112 kg de ROM et 512 kg de RAM. Et là, Christian a fait donc un RAM disque, hein, en fait, la possibilité de formater, ça marche dans les banques, hein, un peu comme la banque sur Tesla, vous savez, les 64 kilos là. Je t'entends pas bien, Jérôme. Hein. Je sais pas si c'est moi ou si c'est. Je rapproche mon micro là. Ouais, c'est mieux. Je rapproche mon micro. Ouais. Donc voilà, donc c'est un RAM FS, hein, c'est tout simplement voilà un disque sur de la RAM. Hein. Donc là, ce qu'il a fait, c'est pour l'instant, c'est voilà, il y a le formatage qui se fait sur la banque. Après, ce qui manque, c'est le lien entre le kernel et la RAM, puisqu'en fait, on peut pas faire vraiment de CP dessus, enfin de copie, de trucs comme ça, puisque il n'y a pas de système de mount en fait possible pour l'instant. Mais voilà, en gros, il a déjà fait le truc, on peut formater le RAM disk et donc comme même 32 banques, on peut avoir 32 banques de RAM disk. Bon, après, il y a plein de cas d'usage, hein, mais voilà, c'est un truc qui était sympa, enfin rigolo à faire. Et Christian l'a fait. Après, ce qu'a fait Christian pour résoudre plein de problématiques, c'est de faire un langage de scripting donc qui s'appelle Submit. Donc, on en avait déjà un peu parlé à la visio précédente au CO, mais ça, en gros, on a un fichier texte et puis après, on fait un tape ses commandes un peu comme du shell hein, sur une bash et sous Linux, et en fait, ça permet d'exécuter des commandes en script. Donc là, je vais faire après, je ferai juste une petite démo là-dessus, mais voilà, c'est plutôt que de faire du code C, du machin pour faire plein de trucs, et ben l'avantage du scripting, c'est qu'en fait, on peut lancer des commandes déjà existantes, récupérer les codes retour, faire des ifs, enfin ce que vous voulez pour essayer de faire à peu près ce que vous voulez. Il y a des variables ça, d'environnement? Ouais. Ok. Pas des variables tout court, quoi, pas des variables d'environnement, non. Il faudrait plusieurs qu'on les fasse, mais non, c'est pas fait. Mais en tout cas, il y a des variables qui sont possibles. Alors, il y a au nombre de 20 variables, et je crois qu'il a étendu là à 30, un truc comme ça, parce que c'est plus des limites en fait qui sont hardcodées, quoi. Mais sinon, voilà, il y a plein de trucs. La ligne maximale, c'est 64, mais enfin, voilà, c'est toujours hardcodé, quoi. Donc, suite à ça, Submit, ça permet de lancer plein de trucs. Voilà, en ligne de commande, vous tapez Submit, le nom du script, là, et ça va s'exécuter. Donc, voilà, comme en fait, l'exec fonctionne, enfin, l'appel système fonctionne, on peut faire des appels de programme et tout, ça va reforker derrière pour exécuter le script qu'on veut, le binaire qu'on veut. Suite à ça, donc j'ai un peu lâché du lest là-dessus parce que je voulais pas trop me permettre la possibilité, enfin, démarrer des trucs à partir du disque. Donc, ce que j'ai fait un peu un compromis, c'est que en fait, on permet maintenant de lancer, si on veut, des scripts au démarrage de l'Orica. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un fichier qui est dans /etc qu'on appelle autoboot, qui est un fichier qui a un script submit. Et donc, s'il est présent, ce fichier-là, en fait, on peut quitter au boot, au démarrage, le script submit qu'on veut, quoi. Donc, ça permet de démarrer, de ne pas avoir un shell et de faire autre chose si on veut, quoi. Donc, ce qui est prévu, donc en fait, si le fichier d'autoboot n'y est pas, ben il n'y a rien qui démarrera. Et après, s'il y a un script d'autoboot qui démarre, ben on a possibilité avant de démarrer la machine, on va appuyer sur une touche et ça démarre le script d'autoboot ne sera pas exécuté. Donc même si on a un, on peut toujours sortir pour récupérer le shell et faire des modifs. Donc, et peut-être clique sur le masquer. Ah, d'accord. Bon. Donc là, c'est en plein écran normalement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est un menu qu'a fait Christian vite fait. Hein, donc dans l'autoboot, c'est un script submit. Et là, il a juste fait un menu où on a la possibilité de mettre un peu ce qu'on veut. Donc là, on a mis 5 entrées, on peut en faire plus. Enfin, vraiment, c'est au choix, hein, puisque c'est vraiment un script qu'on code nous-mêmes. Et donc, si par exemple, alors psychiatrique, en fait, on le démarre avec la clé en basique. Si on veut démarrer avec 7, en fait, voilà, ça va démarrer, hop, automatiquement, ça va démarrer. Et le truc qu'a fait, faire ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a un problème sur. J'ai jamais compris comment marchaient les resets sur Equitron.
Mais donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une sauvegarde aussi. Et donc de l'entrée, il a fait dans son code un truc qui fait que quand on a choisi Black 7 au premier démarrage, et ben en fait, c'est sauvegardé et on revient sur Black 7. Et donc voilà, si vous voulez après des mains psychiatriques, parce que c'est fait, ça s'appelle la rampe basique avec le psychiatrique en paramètres, et ben voilà, ça démarre, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est l'application de. Alors, faire éditer, ça veut bien. Donc là, je vais revenir sur ma presse. Après, ce qui est fait, alors j'en parle pas beaucoup parce que c'est pas fini. On dit à 80%, c'est une initialisation des commandes shell, puisqu'en fait, bah, c'est un peu comme sous Linux, hein, quand vous tapez history, vous pourrez récupérer vos commandes et ce que vous récupérez avec la touche flèche ou pas, ce que vous avez déjà modifié, enfin ce que j'ai déjà inséré. Donc là, je montre en encadré rouge history, en fait, les commandes que j'ai tapées précédemment, et en tapant history, on récupère la liste et on peut la récupérer avec les flèches. Donc c'est pas fini, il y a plein de bugs encore. Je vais vous le montrer parce que c'est un truc dont on m'avait déjà posé la question, c'était possible. Donc oui, c'est possible, mais c'est buggé, c'est pas terminé. Après, donc un VI, donc que j'avais fait il y a très longtemps. J'ai commencé à VI il y a très longtemps, mais je m'étais arrêté parce que j'avais d'autres trucs à faire. Et là, du coup, j'ai repris le VI là, donc qui permet d'éditer des fichiers texte, voilà, faire éditer, supprimer ce que vous voulez, sauvegarder comme ça. Ce qui permet ensuite de faire quasiment les scripts submit sur la machine directement et faire d'autres choses aussi d'ailleurs si vous voulez. Voilà, donc ça c'est une première version et puis peut-être que j'allais vous faire évoluer, mais en fait elle est très minimaliste, à apporter ce vieil est très minimaliste. Alors après, on a travaillé sur l'émulation de la carte sur Equutron parce qu'elle existait déjà en fait pas mal, mais il y a eu des trucs qui ont été rajoutés parce qu'il y avait des bugs. Donc en fait, ce qu'a fait Christian, c'est qu'il a modifié, il a fait la correction de bugs des gestions des banques, ce qu'elle marchotait, on va dire. Fait stockage en bank RAM, ça c'est une boulette de ma part, ça n'a rien à voir là-dedans. La gestion du firmware de la carte, parce que sur les cartes, il y a deux firmware. Au tout début, j'avais fait un firmware 1 et après j'ai fait un firmware 2 qui permet de démarrer les programmes en fait qui sont faits avec le registre 114 du microdisque pour passer en RAM overlay. Donc c'est pour ça qu'en fait on démarre, c'est grâce à ça qu'on démarre des trucs qui ne devraient pas démarrer normalement sans lecteur disquette. Et après, l'attachement du contrôleur microdisque à la toolette board. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez la carte qui est branchée sur le Equutron, et ben, il est possible d'avoir aussi le microdisque. Alors ça, c'est pas des merge cases que j'ai faites. En fait, j'avais planqué dans un coin parce que je voulais pas les montrer. Mais voilà, en fait, après, j'ai fait une merge case dans Equutron pour qu'en fait, après, soit disponible dans Equutron, voilà, avec tous ces corrections de bugs, la possibilité de brancher microdisque. J'ai écrit la doc aussi pour connecter un synthétiseur vocal avec la carte. Donc, je crois que je l'ai pas mis dans le PDF, je l'ai mis sur le site en ligne, mais bon, je pense que je le ferai aussi dans le manuel. Enfin, j'étais dans le manuel, mais voilà, j'ai montré comment je faisais pour avoir le synthé vocal. Alors, je sais plus lequel j'ai pris, en fait, un synthé vocal qui marche. Je sais plus si c'est le base de MEA ou je sais plus. Donc, ça a été écrit, ça, je l'ai déjà montré déjà sur le forum, que c'était possible. J'ai fait aussi, j'ai fait une petite vidéo, je voulais montrer, c'est la possibilité de raccorder un micro-disque, donc un vrai contrôleur. Donc merci à Thierry parce que c'est lui qui m'a filé la carte contrôleur, puisqu'on va dire que moi au niveau des cartes contrôleurs, en fait c'est un peu la dèche. Donc il m'a filé une carte contrôleur et j'ai pu regarder comment on pouvait faire pour la faire marcher. Donc là il y a deux autres soudures à faire pour la faire fonctionner parce que la carte fille de la Tweetboard, en fait, il y a des trucs qui vont pas, en fait, que j'ai pas câblé correctement, donc je sortirai une nouvelle carte qui permettra de faire ça sans soudure. Et maintenant, il y a la possibilité de mettre le Tweetboard avec un vrai contrôleur de disquette. Et donc, dans la démo que j'ai faite sur le forum CO, j'ai affiché, j'ai montré quand je pouvais démarrer, je sais plus si c'était Space Shuttle, je crois, à partir d'une disquette 3 pouces avec BootFD. Alors, c'est le même principe BootFD que sur les démos que j'ai faites sur Cumulus, hein. Avec la carte, un BootFD, tout ce que ça fait, c'est qu'il y a du boot sector de la disquette et ça va démarrer le programme, quoi. Donc, ouais, c'est pareil là-dessus. Quand j'ai fait la démo, le BootFD démarre le boot sector de la disquette 3 pouces. Alors, il y a un petit problème que j'ai eu, il faut que j'arrive à le résoudre. C'est en fait, il faut attendre 20 minutes pour que ça marche parce que apparemment j'ai un problème de longueur de nappe entre le RIC et le micro-disque. Donc, il faut que je regarde ça, quoi. Mais au bout de 20 minutes, ça marche correctement, mais voilà, apparemment, c'est la nappe qui poserait problème et ça, je m'en suis pas occupé.
Alors, du coup, comme on arrive en fait à Jérôme, brancher un micro. Jérôme, tu Ouais. t'arrêtes 2 secondes, on quitte et on rentre. Alors bon, forcément, c'est toujours l'impression 3D, mais j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Dedans, il y a donc le lecteur disquette, le contrôleur micro-disque et la clé de bord dedans. Voilà. Donc, qui permet donc d'avoir un boîtier où on a tout. Alors, c'est forcément plus gros parce que forcément, dedans, j'ai mis le lecteur 3 pouces qui bouffe beaucoup, la partie micro-disque qui bouffe. Puis après, j'ai foutu aussi un pico PSU dedans. En fait, on alimente en 12 volts le truc et derrière, on a le voltage de 5 volts directement avec les pico PSU à l'intérieur. Donc, comme j'ai mis 70%, c'est fait à 70% parce qu'il y a plein d'ajustements à faire. C'est-à-dire que, en fait, dans la pose en 3D, il y a toujours, enfin, quand on fait des poses en 3D, il y a toujours un petit truc à voir et puis, je sais pas si c'est l'habitude de faire des petits comme ça. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et l'idée, c'est qu'en gros, quand on a une carte un disquette à dumper, par exemple, ou un red disk, voilà, puis c'est parti, quoi. Voilà. Ça, c'est un truc qui pourrait être aussi intéressant pour les compagnies qui essaient de faire des jeux physiques. Là, j'étais en discussion avec donc les gars qui essaient de faire le 8-bit hub pour son jeu de course. Vogt, le jeu là, qui fait un jeu d'aventure là, qui se passe dans une station spatiale dans l'espace. Pareil, je suis en pré-réserve, mais ils n'arrivent pas à faire les disquettes. Et il y a un autre gars aussi, le gars qui fait son aventure, la Tristram Island, aussi pareil, il veut faire des disquettes physiques, mais ils n'arrivent pas à trouver de gens pour faire des duplications, Rick. Et avoir un truc qui permettrait de faire l'inverse, donc partir d'un DSK, RAW, machin, pour faire des disquettes auriques, ce serait super bien. Alors, le vrai disque, on l'a pas fait, parce que clairement, moi, j'en ai pas utilité. Donc, ça se code sans problème, hein, du coup. En fait, c'est l'inverse du vrai disque. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est pas fait. Le vrai disque, c'est pas fait du tout. Voilà, comme en fait, mon besoin, c'était plus de dumper des disquettes, mais je suis pas amusé à faire le vrai disque. Le jasmin, c'est pour toi. Alors, c'est prévu, honnêtement. Clairement, c'est prévu, mais bon, comme j'ai d'autres. De toute façon, mon jasmin 2 est toujours en pièces dans une caisse, là, donc j'ai pas le temps de... Parce que comme Thierry m'a envoyé ma carte contrôleur Jasmin, donc je pourrais m'en occuper, mais clairement, je fais des trucs toujours sur la carte et tout, mais j'essaye, je fais des trucs en fonction du moment et tout, et j'ai plutôt tendance à trop me disperser des fois, donc je me focalise que sur certains trucs, sinon en fait ça se finit jamais là. Donc là, tout ce que je montre là, c'est des trucs qui sont déjà suffisamment aboutis pour que je sache que ça va sortir. Et après, peut-être que je me taperai le jasmin, mais en vrai, j'ai une vis long comme le bras pour rajouter encore plein d'autres trucs. C'est prévu, mais j'ai pas de date, quoi. Là, sur ton boîtier Twilight, on peut mettre 2 drives, je suppose. En fait, c'est dedans, il y a 4 contrôleurs micro-disques, donc tu mets les 4 lecteurs disquettes si tu veux, 4 lecteurs de disquettes si tu veux, quoi. Parce que moi, sur la carte, faire la carte Twilight, j'ai pas de DC, j'ai rien du tout, quoi. C'est juste, en fait, dans le boîtier, il y a une carte contre un micro-disque, et là, tu mets autant de disques, les 4 disques, les disquettes que tu veux, quoi. On pourrait étendre le boîtier, effectivement, j'y ai pensé, mais bon, ça fait encore plus de boulot, mais faire un emplacement 3,5, quoi, aussi. Ouais, 3,5 ou Tosec, quoi, on peut choisir. Alors, les 3,5, voilà. Pour les 3,5, parce que moi, j'ai expérimenté pour un autre projet, et en fait, avec les boîtiers de VHS, le lecteur de disquette 3 pouces et demi, il rentre pile dedans. Il y a la place derrière pour brancher les connecteurs dedans. Donc, ça fait un boîtier alternatif. Par contre, le lecteur 3 pouces, il est trop épais, hein, ça rentre pas. Mais ça fait un boîtier cheap, sinon, pour des petits lecteurs de 3 pouces et demi. Ouais. Le lecteur 3 pouces, si tu extrais le lecteur 3 pouces d'un Cédoric, il est pas gros, hein. Ouais, mais ça reste... plus épais, hein. Non, c'est plus épais le 3 pouces que le 3 pouces et demi. Ça fait bon. Voilà, non, mais je veux dire, voilà, par rapport à un boîtier de VHS, c'est ça. Hein. Donc, c'est pas... Voilà, il manque 1-2 cm au moins. Voilà. Le 3 pouces, ça rentre pile poil, là. Donc, en largeur. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas fini, c'est top secret, c'est à peine commencé.
Mais ouais, j'ai emprunté l'imprimante 3D du Fabrico pour la microchimie. Donc Fabrico, c'est un tiers-lieu qu'on a ouvert à Valence, donc il y a un Fab Lab, il y a un espace public numérique, il y a des ateliers partagés, des bureaux, enfin voilà. Du coup, j'en ai profité pour demander si je pouvais emprunter l'imprimante 3D. Donc pendant la microchimie, on a fait plein de trucs marrants. Moi, je me suis mis à la modélisation avec OpenSCAD. Et donc en fait, il y a un modeler 3D, mais en fait, plutôt que de cliquer à la souris et de bouger dans tous les sens, en fait, c'est du texte. Donc on dit cube, translate, machin et tout. Donc l'avantage, c'est que c'est du texte, ça prend pas de place, on peut le versionner, on peut faire des diffs, enfin voilà. C'est comme Pauvre, quoi. Hein? C'est comme Oui, Pauvre. alors c'est assez similaire même au niveau de la syntaxe, il y a des accolades et tout. Donc effectivement, ça m'avait fait cette impression-là, même si j'ai jamais fait de Pauvre, mais j'avais déjà vu du code. Et donc j'ai pondu ce petit truc-là, parce qu'en fait j'étais tombé sur Thingiverse sur un modèle machin, sauf qu'en fait, en regardant bien, bon, C'est pour Thierry, ça. ouais, c'est ça. Un stylo, ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est un bout de bic 4 couleurs, donc j'en ai fait 4. Et en fait, sur Thingiverse, on trouve un modèle qui prétend être plotter alt, sharp plotter machin. Sauf qu'en fait, le trou pour mettre le stylo, il n'est pas fait. Enfin, il y en a juste un tout petit ébauche, mais machin. Et puis voilà. Donc du coup, j'ai remodélisé ça. Et puis j'ai rajouté un petit trou pour éviter qu'il y ait de la pression, enfin une dépression dedans, pour équilibrer la pression. Et sauf que il faut que je fasse aussi un gabarit pour couper le tube, parce que là je les ai coupés trop longs. Du coup j'ai dû limer ici et pincer et machin, et donc du coup c'est vraiment au dixième de millimètre. Hein. Si en manque un, ça touche pas, et si en dixième de millimètre en trop, bah ça coince et ça tourne pas et c'est chiant. Mais ça marchouille, parce que du coup j'ai réussi à imprimer ça. Alors j'ai découpé sur des grandes feuilles de papier que j'ai récupérées, et au massicot j'ai mesuré 114 mm, schlac, et j'ai fait des petits rubans, parce que pareil j'avais pas le temps de commander, ça fait au moins 3 ans que je veux le faire, et donc ça imprime, pas très longtemps, mais salut. Salut Jérôme. Ça imprime pas très longtemps, et ça marche. Oui. Voilà, donc on arrive à faire des trucs, c'est pas parfait, mais c'est une première ébauche. Donc il faut que je crée un compte sur Thingiverse pour mettre ça, et puis en fait je veux essayer donc de faire un gabarit où on met le tube d'encre, et avec l'encoche pour savoir où on coupe au cutter, enfin que ça soit suffisamment précis. Et puis éventuellement un truc, parce que j'ai remarqué quand il imprime, en fait il imprime verticalement. En fait, tout au bout, en fait, il reste le petit filet de plastique là, donc on sait jamais exactement où couper. Donc, il faut que j'arrive à trouver un système où on voit vraiment où il continue un petit peu, et qu'on ait juste à couper au bon endroit, quoi. Parce que sinon, c'est pareil, c'est pas très, très propre le fond. Donc, bon, il y a encore un peu de boulot, mais c'est pas trop mal, quoi. Et du coup, ça coûte 10 minutes d'impression plus 2,50 € de bic 4 couleurs, quoi. Et quand tu coupes le tube du bic, ça coupe pas de l'encre de partout? Si, non, ça dépend. Alors en fait, il faut l'entailler, pas en plein. Tu le plies un peu et tu aspires un peu, pas trop, parce que sinon, voilà. Mais du coup, ça fait rentrer un peu d'air. Tu finis de couper, et après, ce que j'ai trouvé, c'est que tu fais fondre un peu. Tu allumes une bougie, tu mets un peu de cire d'un côté seulement, parce que sinon, ça fait de la surpression de l'autre côté, ça en fout partout. Mais du coup, ça scelle un des côtés, et là, c'est du coup. Nous vous invitons aux funérailles de M.M. Human, qui s'est shooté à l'encre et qui après s'est shooté au plastique fondu. Ah ouais, franchement, là, je les ai mis, ils sont dans le papier d'alu, là. Parce que moi, j'avais fait des essais avec d'autres stylos bic et tout, mais sans mettre de protection derrière. Et dès qu'elle appuie pour dessiner, ça en fout de partout dedans. Donc, c'était pas génial. Et là, voilà, quoi. Donc, c'est pas trop mal. Et bon, il y a encore du boulot, quoi, mais voilà. Donc là, c'est les restants de tubes. Je vais peut-être pas l'ouvrir ce soir, mais normalement, c'est encore entier. On pourrait prendre des extraits, on a l'impression que tu es en train de montrer ton dernier badge de shit. C'est ça. Ah non, ça a un peu coulé. Alors le rouge, il a un peu coulé, même beaucoup, d'accord. Ouais, ça colle un peu. Donc le rouge, ça n'a pas trop tenu. Mais les autres, si. Hein. Donc on voit, il y a un petit bout de cire au bout là.
Voilà. Par contre, le rouge, j'ai pas dû en mettre assez. Bon, voilà. Mais du coup, théoriquement, ça permet de les garder. Et puis, quand il est vide, on enlève le tube. Et alors, faut arriver à sortir le bout de tube plastique, c'est pas sûr que ça marche, parce que du coup, il y a la tête qui va venir en métal et peut-être pas le reste, quoi. Parce que une fois, j'ai essayé de le ressortir. Mais bon. Peut-être qu'en soufflant dans le trou. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, je sais pas. Faudra y réfléchir. Bon, après, ça fait quand même si on réutilise pas, ça fait 3 €. Ça fait 10 fois moins cher quand même que. Tu peux imprimer un adaptateur pour pompe à pied dans lequel tu mets un petit morceau, puis après tu fais. Alors si ça tournait pas, en fait, on pourrait faire comme les aidants où tu as le tuyau avec la grosse bassine à côté, mais là c'est plus compliqué avec les trucs qui tournent. Sinon sur l'impression 3D, du coup, vu que je m'y suis mis, j'ai essayé des trucs parce que les surfaçages là, c'est vrai que c'est pas toujours très joli. Donc j'ai essayé du papier de verre, parce que ça c'est la face. Mais on va pas voir grand chose là, ouais. On voit pas grand chose. Donc ça c'est la face normale. Mais non, on voit rien. Elle arrive pas à faire du focus. Et en fait j'ai fait en passant du papier de verre, en fait ça lisse, mais ça fait plein de bouloches blanches. Parce que ça lisse. Alors pas encore. Je sais qu'il y en a effectivement, ça se fait bien. Mais le problème c'est que à mon avis ça fait peut-être un peu trop lisse, mais je sais pas. Mais par contre du coup ce que j'ai, alors il faut que je retente sur d'autres surfaces, mais donc après le papier de verre, un petit coup d'éponge de cuisine, enfin le côté grattant avec un peu d'eau, et après on sèche et ça enlève les bouloches, quoi. Donc le résultat est pas trop mal, mais bon, faut que je tente sur d'autres surfaces, enfin plus grandes. Mais du coup, ça pourrait faire une finition pas trop moche, plutôt mat, quoi, si ça marche bien. Hop là. Ok. C'est bien. On va pouvoir remettre des stylos sur nos imprimantes jet d'encre. C'est ça. Et sinon, les stylos, pour pas qu'ils bloquent, il faut peut-être mettre comme un ressort ou quelque chose. Parce que comme c'est très précis, si ça appuie trop fort, ça coince. Si c'est trop loin, ça imprime pas. Mais s'il y a un système d'étoupe ou de ressort, peut-être que non. Là, t'es muté, là. Parler avec les mains aujourd'hui. Ouais. Je sais pas qui parle, mais pas nous. Ouais. Je me disais, est-ce que j'ai pas coupé le micro? Non, ouais. Donc, du côté où il y a la bille, en fait, il y a un petit plaque en métal qui fait ressort, justement. Mais du coup, de l'autre côté, si on a un ressort des deux côtés, ça. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a la tige qui appuie dessus, mais c'est vraiment au dixième de millimètre. S'il y a un dixième en trop, en fait, ça coince quand ça tourne. Et s'il en manque un dixième, en fait, il appuie, mais ça touche pas le papier. D'accord. Personnellement, je suis relativement impressionné par la qualité de la fabrication de ces trucs-là, vu l'âge que ça a. Ouais. Alors, c'est pas super précis au niveau de la pression. Je crois que c'est du 0,2 mm. Quand je lisais ça en étant gamin, c'est mon Dieu, 0,2 mm, c'est super précis. Bon, maintenant, tu te rends compte du truc. Mais grosso modo, ça marche bien. Il y a très très peu de pannes. Ouais, les seules pannes qu'il y a, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la petite roue ou bien. Ouais, le pignon, moi, j'ai dû en recoller un déjà, mais. Mais a priori, c'est fait exprès pour servir de sécurité, pour éviter de démontrer l'intégralité du système. Il valait mieux que ce soit une roue plastique qui pète que d'avoir l'intégralité du mécanisme qui explose. C'est surtout, puis surtout le moteur, en fait. Parce que si le moteur il coince, ça risque de faire chauffer les bobines et du coup, ça crame, quoi. Je pense que tous les possesseurs de CP40 doivent avoir dans la tête le son du baillet qui tourne. Un mécanisme qui a été utilisé sur énormément de petites imprimantes de l'époque. Là, je vous encourage à lire les 3 petits articles que j'avais écrits dans le mag. Et j'avais recensé, je crois à l'époque, une huitaine d'imprimantes. Alors, il y en a beaucoup plus que ça. Le même mécanisme partout. Il n'y avait pas Corée qui les utilisait, mais il y avait d'autres micro-ordinateurs. Il y avait des variantes, par contre, au niveau de la largeur. C'est-à-dire qu'il y avait des imprimantes qui étaient dont la largeur était plus petite que celle de l'Auric. Mais la mécanique globale restait la même.
Il y a aussi un modèle plus large qui fait 80 Donc, colonnes. la mécanique était éprouvée, Et oui. il y a eu effectivement un Le modèle pignon faisait office de fusible pour éviter de casser le moteur plus cher. Voilà. Oui, Jean, tu disais? et il y a eu une machine à écrire au format A4 qui utilisait ce type de solution. Oui, tout à fait. Oui, oui. Quand j'avais fait ma vidéo, j'avais aussi fait la recherche des modèles et j'en avais trouvé presque une vingtaine de modèles différents. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Parce qu'il faut aussi inclure tous ceux qui sont dans le domaine médical, qui sont toujours utilisés d'ailleurs. J'en avais trouvé aussi Peut-être les sismographes ou des trucs comme ça. Oui, des imprimantes également. Salut à tous, merci, à bientôt. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne fête de fin d'année à ceux que je ne reverrai pas. Ciao. Merci, Raoul. Salut.